Donc bonjour, donc réaction sur les transformations nucléaires. Alors on peut dire transformation nucléaire, on peut dire aussi radioactivité. Alors ce type de transformation, en fait, vous les avez jamais vues. Les transformations chimiques que vous avez vues, c'était toujours donc deux atomes qui se rencontrent, et en fait il y avait un échange d'électrons entre les deux, ou un échange de doublets d'électrons. Voilà, ça tournait autour des électrons en fait. Tandis que dans ce type de transformation, ce qui réagit, c'est le noyau des atomes. Voilà. Donc voilà pourquoi ça s'appelle transformation nucléaire, on appelle ça aussi radioactivité. Alors je vous montre la classification périodique parce que voilà, ce qu'on dit en général, l'univers est constitué, la matière dans l'univers est constituée d'atomes, et il y a une centaine de types d'atomes qui forment la variété de la matière dans l'univers. Ce qui forme la variété de la matière dans l'univers, c'est les différents types de combinaisons entre cet atome. Une centaine de briques élémentaires. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'atomes que ça. Voilà, je vais vous montrer les types d'atomes qui existent. Voilà, donc là, on les a. Chaque petit carré représente un atome. Donc vous voyez qu'on a plus que 100 carrés. On a un très grand nombre de petits carrés. Alors il y a différentes couleurs, bleu, rouge, jaune, verte et puis un petit peu violette là. Alors ça représente tous les types d'atomes qui existent, mais certains d'entre eux ne sont pas stables. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas stables? Ça veut dire que les noyaux vont se casser, voilà, et ça va former de nouveaux atomes. Alors donc on a le noyau d'un atome, on a les électrons qui tournent autour. Quand le noyau se casse, les électrons vont se répartir sur les deux espèces qui se forment, les deux nouveaux atomes qui se forment. Donc je ne parlerai pas des électrons puisque c'est pas eux qui sont concernés par ce type d'atome. Les électrons, ils suivent le mouvement, si vous voulez. D'accord, ils restent autour du noyau. Donc quand je dirais atome qui se casse, il s'agira du noyau qui se casse, et les électrons vont suivre. D'accord. Alors, donc, dans ce diagramme, il y a des atomes instables et stables. Alors, les atomes stables sont de couleur rouge. Vous voyez, donc c'est les minoritaires, là, ceux-là. Donc, il y a une centaine de petits carrés rouges. Ça correspond donc aux éléments de la classification, en gros, périodique voilà, la centaine de types d'atomes. Alors, petite remarque, oui, en abscisse, on a le nombre de protons, en ordonnée, le nombre de neutrons, donc vous voyez, ça concerne bien les noyaux. Et avec les couleurs, là, les couleurs représentent donc les types de transformation que subit le noyau. Il y a trois types de transformation, ou trois types importants de transformation que subit le noyau, c'est ça qu'on va étudier. En gros, les atomes instables bleus vont se transformer en rouge, les atomes jaunes vont se transformer en rouge, et les verts en rouge. Alors, ça ne se fait pas forcément par une seule étape. Voilà, par exemple, je prends celui-là va se transformer en un autre atome instable, encore en un autre atome instable, en jaune instable, et puis enfin, en atome rouge stable. Voilà. Pareil pour le bleu. Le bleu va se transformer en un autre atome instable bleu, ensuite encore en bleu, et enfin en atome stable rouge. Il peut y avoir plusieurs transformations successives de noyaux instables pour enfin arriver en atome stable. Voilà, donc on va étudier les trois types de transformations nucléaires naturelles, et puis un peu ce tableau. Alors, on y va. Alors, les transformations nucléaires. Alors on dit transformation nucléaire ou radioactivité, comme je vous l'ai dit. Alors il existe des transformations nucléaires naturelles, des transformations nucléaires artificielles, ou radioactivité naturelle et artificielle. Alors ce terme désigne, je lis un peu, ce terme désigne la transformation d'un noyau d'atomes instable en noyau plus stable. On dit que le noyau se désintègre lors d'une transformation nucléaire. Alors, il peut y avoir des transformations naturelles. Alors, quand on emploie le terme de radioactivité, voilà, ça fait un petit peu peur, etc., etc. Mais il faut savoir que la radioactivité, les transformations nucléaires, existent dans la nature. Dans notre corps, il y a des transformations nucléaires. Il y a des atomes instables qui se transforment. C'est comme ça. Dans l'air aussi. Alors, ce qui est dangereux, en fait, dans les transformations nucléaires,
donc quand le noyau se casse, il ne va pas se casser en deux parties à peu près égales. Il va se casser donc, en deux parties, mais totalement inégales. Donc une grosse partie et une toute petite partie qui va partir. Voilà, on appelle ça des particules. Hein. Ces particules, il y a la particule alpha, bêta plus, bêta moins. Hein, on verra ça. Et s'il y en a beaucoup, donc ces particules peuvent pénétrer à l'intérieur du corps et ioniser les cellules. C'est ça qui est dangereux. Mais il faut qu'il y en ait beaucoup. Et donc dans la radioactivité naturelle, voilà, il y en a très peu, ça pose aucun problème. Alors il s'agit d'atomes radioactifs qui existent dans la nature, et la radioactivité artificielle, on fabrique des atomes radioactifs, c'est l'être humain qui les fabrique, ils n'existent pas dans la nature, et on fait des transformations nucléaires avec. Voilà. Alors pourquoi? Alors juste une petite remarque sur la radioactivité artificielle. Alors quel est l'intérêt? Pourquoi on fait ça? Parce que quand les noyaux se cassent, ça forme de la chaleur. Donc dans une bombe atomique, par exemple, il y a énormément d'atomes radioactifs qui se cassent et ça fait une énorme chaleur. La température monte instantanément de 0 à 20 000 degrés. Voilà. Pour les centrales nucléaires, c'est pareil. Hein. Les noyaux se cassent, ça forme de la chaleur, on fait bouillir de l'eau, vapeur d'eau qui fait tourner une turbine, alternateur, production d'électricité. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur la radioactivité artificielle. Je m'intéresse qu'à la naturelle dans cette leçon. Alors les trois types de radioactivité naturelle. Alors, un petit peu de vocabulaire. On va écrire les transformations chimiques de la façon suivante, l'équation chimique de la façon suivante. Donc, noyau pair, c'est le noyau instable initialement. Ce noyau pair va se transformer en noyau fils. Il ne sera pas forcément stable, hein, lui aussi peut être instable. Dans tous les cas, il y a un noyau fils qui va se former et une particule. Voilà, c'est ça qu'on va écrire. Alors, ça c'est ce que j'ai dit au début, je ne m'intéresse pas qu'au noyau, hein, je ne m'intéresse pas aux électrons qui gravitent autour, ils sont là, ils restent hein, à graviter autour des noyaux. Alors, pour écrire ces transformations, je vais avoir besoin de lois de conservation, hein, je vais avoir besoin de règles, et les règles sont les suivantes. Il y a deux lois de conservation, deux règles qui régissent ces transformations nucléaires. C'est la conservation du nombre de nucléons. Quoi qu'il se passe, le nombre de nucléons au départ et le nombre de nucléons à l'arrivée, c'est le même. Et la conservation de la charge électrique. Hein, si j'ai une charge électrique à l'arrivée, au départ, j'ai la même au départ. Alors, petit rappel, on va utiliser ces notations, la notation XZA pour les noyaux, puisque ça désigne le noyau. Hein, donc, je vous rappelle, symbole de l'élément chimique, symbole du noyau, si vous voulez. Z, le numéro atomique, le nombre de protons. A, le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Ce qui est important pour nous, c'est nombre de nucléons et nombre de protons. Voilà. Alors, petite remarque, on va avoir besoin de... Il va y avoir des électrons. Hein. Alors, ce n'est pas des électrons qui tournent autour du noyau. Hein. Vous verrez, c'est un peu particulier. En tous les cas, il va y avoir une mise en jeu d'électrons. Donc, on va noter l'électron avec cette notation-là. Donc, pour le nom, on va mettre petit e, hein, e comme électron. Le nombre de masse d'un électron, alors on sait que la masse d'un électron c'est négligeable devant la masse d'un nucléon, donc on va mettre 0. Et en dessous, pour la charge de l'électron, donc Z, je vous rappelle, c'est le nombre de protons, c'est chargé E, c'est chargé plus 1. Et l'électron, c'est négatif, mais ça a la même charge que le proton, en valeur absolue. Donc on va mettre cette notation-là. Moins 1, 0. D'accord? Voilà. Donc, on commence. La radioactivité alpha. Alors, donc ça, il faut l'admettre. Donc, on a un noyau pair qui est instable. Il se transforme en noyau fils. Et il y a expulsion d'un noyau d'hélium. Alors, le symbole de l'hélium, c'est He. Et il faut connaître son nom. Précisément, c'est He24. D'accord? Donc on écrit la transformation nucléaire. Alors j'ai XZA, ça c'est le noyau pair, ça c'est le noyau fils, inconnu, et ça c'est le noyau d'hélium. Alors j'utilise les règles de conservation. Alors conservation de la charge, j'ai Z protons, par exemple 10, voilà. Donc à l'arrivée je dois avoir 10 protons. Là j'en ai 2, donc ici je vais en mettre 8. Donc ça va être Z-2. Voilà. Ensuite, le nombre de nucléons, j'ai un certain nombre de nucléons au départ. À l'arrivée, j'en ai 4, plus ici. Alors mettons que ça soit, je sais pas moi, 30. Ici, j'en ai 4, donc ça va faire 26. Donc ça va faire A-4. D'accord? Voilà, j'ai écrit la transformation nucléaire. C'est ça qu'il faut écrire. Alors maintenant, que se passe-t-il au niveau de ce diagramme NZ, hein? Donc, abscisse Z, ordonnée N.
on a un noyau qui est instable, et on va voir sur le diagramme où va se trouver le noyau fils. Hein, où il va se trouver le noyau fils. Alors, le nombre de protons diminue de 2. Hein, donc, je me déplace donc, horizontalement vers la gauche, hein, puisque le nombre de protons, c'est l'abscisse. Hein. Donc, je me déplace de 2 cases vers la gauche. Et le nombre de neutrons diminue de combien? Alors, faites attention, il ne diminue pas de 4, parce que ça, c'est les nucléons hein, qui diminuent de 4. Mais comme on a déjà perdu 2 protons, ça veut dire qu'il y a simplement 2 nucléons perdus. Donc, 2 cases vers le bas. 2 cases vers le bas, et voilà la position du noyau stable. Donc on a un déplacement comme ceci, hein, voilà, une flèche comme ça, d'accord, voilà. Bon, ben voilà, hein, voilà pour le premier. Alors, la transformation β-. Et bien dans cette transformation, la particule est expulsée, elle est chargée, hein, elle est chargée électriquement, elle est chargée négativement, et c'est un électron. D'accord. Mais alors c'est spécial, c'est pas un électron qui vient du nuage électronique, hein, je m'en occupe pas, hein, ce n'est pas un électron qui gravite autour, c'est un électron qui vient du noyau, d'accord, hein, c'est particulier. Alors, le noyau pair se transforme en noyau fixe et expulse un électron. Donc on écrit l'équation de transformation, donc l'électron, on sait que ça s'écrit comme ça, et on applique nos règles de conservation. Hein. Donc conservation de la charge, donc ici on va forcément, puisqu'on a du moins 1 ici, donc on va avoir du 7 plus 1 ici, forcément. Conservation du nombre de nucléons, donc on a 0, donc on va voir A, hein, le nombre de nucléons se conserve ici. Quoi, bon, le noyau fils et le noyau pair ont le même nombre de nucléons. Alors, que s'est-il passé? Donc on regarde un petit peu. Donc on voit que le noyau fils a gagné un proton. Il a gagné un proton. Mais le nombre de nucléons n'a pas augmenté. Le nombre de nucléons n'a pas augmenté. Donc ça veut forcément dire qu'un neutron s'est transformé en proton, puisque l'ensemble n'a pas gagné de nucléons. Alors, quand un neutron se transforme en proton, un neutron c'est neutre, et il se transforme en proton c'est positif, comme il faut que la charge se conserve, ben forcément ça veut dire qu'il y a création d'un électron. Voilà d'où vient l'électron. Donc vous voyez, c'est quand même particulier. On a un neutron qui se transforme en proton et expulsion d'un électron. C'est quand même très particulier. Hein. C'est la physique des particules. Hein. Alors on peut rédiger comme ça. Voilà. Alors ici, on a Z plus 1, donc ça veut dire qu'on a le gain d'un proton. D'accord. N égale constante. A égale constante, pardon. Hein. A. Le nombre de nucléons est constant. Alors ce nombre de nucléons c'est P plus N, mais comme on a gagné un proton, ça veut dire que le nombre de neutrons diminue. D'accord. Donc ça veut dire qu'un neutron s'est transformé en proton, et un électron a été expulsé. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du diagramme? Voilà. Alors, Z, on a gagné un proton, donc on se déplace d'une case vers la droite. Voilà. Et ensuite, on dit que le nombre de neutrons a diminué de 1, donc on descend d'une case vers le bas. Donc on a un noyau Y qui est davantage stable, donc le sens de la transformation se fait comme ceci. Alors il faut faire attention quand on a, faut pas prendre par cœur, hein, voilà, quand on a la β-, le sens de transformation c'est comme ceci, parce qu'il faut faire attention aux données sur les axes des abscisses et des ordonnées, parce que ce diagramme-là, on peut le donner comme ça aussi, vous voyez. Les abscisses et les ordonnées sont inversées, donc du coup ça change le sens, hein, ça change tout, hein, voilà. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut bien raisonner comme je l'ai fait. Allez, la dernière. Alors, on a transformation de β+. On a donc on appelle ça la radioactivité β+. Alors, la particule expulsée, c'est une particule bêta, donc ça va ressembler à l'électron, mais comme il y a un plus, eh bien, c'est un électron chargé positivement. Donc c'est comme un électron, mais sauf que c'est chargé positivement, et on appelle ça un positron. D'accord? Voilà. Positron. Alors, petite remarque, oui, voilà, petite remarque sur le positron, on dit que le positron est l'antiparticule de l'électron. Alors ça, c'est un truc étonnant que je vais vous dire. Quand un positron rencontre un électron et qu'ils sont en contact, eh bien, ils s'annihilent, ils disparaissent, c'est-à-dire qu'on a deux corps qui ont une masse, voilà, ils se rencontrent, eh bien, la masse disparaît,
et il se produit, il y a à la place une onde électromagnétique de grande énergie, hein, c'est-à-dire que la masse se transforme en énergie, d'accord? Donc c'est vraiment particulier. Voilà, c'est juste une remarque. Hein. Le positron est l'antiparticule de l'électron, s'il se rencontre, il s'annihile. Ils disparaissent en émettant une onde électromagnétique de haute énergie, c'est un rayon gamma. Voilà, c'est juste une petite remarque. Alors maintenant, que se passe-t-il? On écrit l'équation de la transformation. Bon, eh bien, conservation de la charge, ici on a plus 1, ici on a Z, donc on va avoir Z moins 1. Voilà. Ici on a A, ici on a 0, donc on va voir A. Voilà. Donc, alors, le raisonnement, alors que s'est-il passé? Eh bien, on voit que le nombre de protons diminue, mais A égale constante, ça veut dire que le nombre de neutrons augmente. Donc ça veut dire qu'un proton s'est transformé en neutron. D'accord, hein, c'est comme tout à l'heure, si vous voulez. Mais si un proton se transforme en neutron, un proton c'est neutre, un proton c'est chargé positivement, un neutron c'est neutre, donc du coup il y a une charge positive qui est perdue. Hein, et cette charge positive, si vous voulez, c'est le positron qui est expulsé, hein, pour respecter la conservation de la charge. Voilà, un proton se transforme en neutron et expulsion d'un positron, hein, pour respecter la charge. Voilà, et un positron est expulsé. Très bien. Alors, pour le diagramme, ben c'est bon, voilà, hein, comme tout à l'heure, mais inversé. Donc, le nombre de neutrons diminue, donc on se déplace vers la gauche. Le nombre de protons augmente, hein, puisque un proton se transforme en neutron. Donc, une case vers le haut verticalement. Donc, la transformation se fait dans ce sens-là. Alors, une dernière transformation qui est particulière parce que là, on n'a pas de particules qui est expulsée. Quand le noyau fils, parfois quand le noyau fils est formé, les nucléons ils ne sont pas bien agencés entre eux. Hein. Ils vont mieux s'agencer, et quand ils s'agencent un petit peu mieux, hein, quand ils sont finalement bien agencés, eh bien, il y a expulsion d'une onde électromagnétique de haute énergie. Donc le noyau fils, parfois il n'est pas tout à fait stable, donc on le note avec un astérisque, c'est-à-dire que voilà, je le note ici, voilà. Voilà, donc quand le noyau fils, voilà, est pas tout à fait stable, voilà, il y a un astérisque comme ça, on le note comme ça, et il se transforme en noyau stable. C'est-à-dire que, regardez, concrètement, voilà, on peut avoir ce genre d'équation bilan, et donc quand vous voyez le petit astérisque, ça veut dire que c'est pas fini. Ensuite, ce noyau fils va se transformer selon cette réaction. Et ça c'est gamma, c'est une onde électromagnétique, de rayon gamma. Alors on peut écrire donc soit ça plus ça, hein, donc les deux équations, ou soit on peut faire tout en une, hein, on fait la somme de ces deux équations et on a ça. Voyez, noyau père, noyau fils stable, onde électromagnétique, ça veut dire qu'en fait le noyau fils il n'était pas tout à fait stable, voilà, et positron. Voilà. Donc soit ces deux-là, ou soit celle-là tout seul. Voilà. Eh bien, vous allez faire les... donc, c'est quel exercice? Le 5, page 122. Alors, 5, 11, 12, hein, je retiens. 5, 11, 12, page 122. Alors, ex 5. Donc, 11, 12, page 122. Donc, l'exercice 5. Alors, je prends mon livre aussi. Alors, page 122, hein, j'ai dit. Hein. Alors, l'exercice 5, 122. Alors, 5. Donc, je lis. Donc, je corrige le 5. Hein. Alors, énoncer les lois de conservation appliquées pour établir l'équation de réaction nucléaire. Donc là, bon, je le fais oralement. Conservation du nombre de nucléons. Voilà. Et conservation de la charge électrique. Voilà ce qu'on va dire. Hein.
Recopier et compléter les équations de désintégration nucléaire suivantes en déterminant A et Z, nommer la particule émise. Alors là j'ai été bête, j'aurais peut-être... bon, ou je vais peut-être le faire carrément ici. Voilà. J'aurais dû recopier, non, je ne l'ai pas fait. Ouais, j'ai pas assez de place. Bon, alors, donc pour le premier, donc PB, je l'écris, donc PB donne TL plus E. Ça j'aurais dû l'écrire, je perds du temps là. Donc on a 82, 81. 82, 81. Donc forcément ici on a plus 1. D'accord? Et donc ici, bon, ça va être forcément 0. Hein, ça va être forcément 0. Et donc c'est le même nombre, 189, 189. 189, 189. Le B. Alors j'ai TA. Bon ben, alors là j'ai TH RA. Là j'ai l'hélium de 4. D'accord? Alors TH, je mets les deux 90, 210. Alors, donc du coup, ici, eh bien, c'est forcément 88, et puis ici, ça va être moins 4, donc ça va être 206, hein, d'accord? Voilà, hein, conservation du nombre de nucléons, conservation de la charge. Donc ça, c'est pour le B. Donc A, B, C. Alors c'est donc le bord, le carbone, et on a E ici, donc le bord 5, 13, 5, 13, 6, 13. Donc ici on a forcément 0, d'accord, et ici moins 1. Donc c'est donc ici positron, noyau d'hélium, électron, d'accord, et le dernier D. Le dernier, donc c'est ça qu'il faut connaître, le bord 5, 11 plus le positron, bah donc du coup donc ça fait 6 ici, puis là ça fait 11, d'accord, donc l'atome de carbone. Voilà, donc ça c'est fait, recopier, nommer la particule émise, c'est fait. Alors qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Le 11. Le 11, donc le 11, je lis. Préciser à partir de l'extrait du diagramme NZ la stabilité ou l'instabilité, précisons le type de radioactivité. Bon, alors, donc là, c'est le diagramme NZ. Donc vous voyez ici, l'atome, le 1327, il est stable. Hein, alors on dit l'aluminium 27, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc j'ai trois atomes d'aluminium, l'aluminium 26, l'aluminium 27, l'aluminium 28. L'aluminium 27 est stable. D'accord, et l'aluminium 26 n'est pas stable, et sa réaction, c'est une transformation bêta+. Il y a 100% des aluminium 26 qui font des transformations bêta+. Voilà, et 100% des 28 qui font des bêta-. Voilà, bon, c'est tout. Et ensuite, le 12. Alors, le 12... Donc on donne un extrait du diagramme, noyau fils, d'accord, pour chacune des, alors pour chaque élément chimique, préciser le type de réactivité associée. Bon là, bah, c'est écrit, hein, celui-là c'est ce alpha, donc expulsion d'un noyau d'hélium, la expulsion d'un positron. C'est les plus, je vois pas bien, ouais, c'est des positrons, tout ça c'est des positrons. Bon, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Alors, parmi les transitions symbolisées par les flèches de couleur, une seule correspond à la désintégration du plomb 184. Donc, on s'intéresse à celui-là. Bon, on vous dit que c'est une transformation alpha. D'accord, une transformation alpha. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la transformation alpha? Donc ça, je vais l'écrire ici. Donc j'ai XZA, attendez, j'enlève le livre, Y, j'ai HE de 4. Donc ici j'ai Z-2, on avait dit, et puis A-2, hein, A-4, pardon. Voilà. Donc ça veut dire que le nombre de protons diminue de 2, et le nombre de neutrons, alors le nombre de nucléons diminue de 4, hein, mais comme on a perdu 2 protons, on a perdu 2 neutrons. Donc du coup, dans une transformation alpha, on perd 2 neutrons et 2 protons. D'accord?
Alors, donc on regarde où est-ce qu'on va se retrouver. Donc on part de cette case-là. Alors, donc on regarde horizontalement, vous voyez, c'est le nombre de nucléons qui change, hein, 183, 184. Et verticalement, donc du coup, attendez. Non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Hein, je dis n'importe quoi. Le nombre horizontalement, vous voyez, on a du plomb, du plomb, du plomb. D'accord. Donc, du coup, ici, horizontalement, donc alors qu'est-ce qui fait le nom d'un élément chimique est associé à Z, hein, à tel nombre de numéros atomiques correspond un élément chimique, d'accord. Donc là, le nombre Z est constant, d'accord. Donc, alors je vais le dessiner ici, hein, tant pis, hop. Hop. Donc là, j'ai Z ici, hein, d'accord, puisque Z ne varie pas puisque j'ai le même élément chimique, d'accord. Voilà. Alors, voilà. Et ici, alors ici, vous voyez, je change de comment ça s'appelle, de nombre d'éléments chimiques. Je change de nom d'éléments chimiques, pardon, donc Z varie verticalement, d'accord, hein. Z varie verticalement, voilà, et donc ici j'ai N. Voilà. Donc ici, le nombre de neutrons, alors, donc il diminue de 2, hein, et pour une transformation alpha, et le nombre de protons diminue aussi de 2. D'accord. Donc du coup, la flèche, ça correspond à la flèche violette. D'accord. Voilà, la transformation, c'est la transformation alpha, c'est ce qu'on avait vu. Hein. La transformation alpha correspond à la flèche en diagonale, comme ceci. D'accord. Voilà, alors c'était pas simple, parce que ça on vous le donnait pas. Alors à moins que ça voulait dire l'abscisse et l'ordonnée, hein, abscisse et ordonnée, hein, voilà, le n c'était ici et l'ordonnée c'était ici, parce que c'était pas simple, sinon ouais, je vois pas comment on pouvait, voilà, ça, abscisse, ordonnée, d'accord. Bon, voilà, alors pour rédiger, on fait ça, on met ici le plomb, hein, le plomb 184, ici on met n-2, ici on met z-2, et on se retrouve avec le mercure 180. Voilà, ici on met n, ici on met z, voilà, et puis on explique que d'après l'équation, le noyau pair, donc perd 2 protons et 2 neutrons. Voilà. Puis on met une flèche comme ça, hop. Bon, alors voilà, donc ça c'est pour le 12, le 12 c'est fait. Alors je reviens, voilà, donc là c'est la deuxième, bon, voilà, il y a encore une autre partie, c'est la deuxième partie, donc loi de décroissance radioactive. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Donc on a un échantillon, on a un groupe d'atomes radioactifs identiques, hein, voilà, hein, par exemple on a, voilà, on a voilà, hein, voilà, on possède 2 moles, hein, 3 moles de plomb 184, hein, atome radioactif, et voilà, au départ, à t égale 0, voilà, on en a 3 moles, et au cours du temps, eh bien, je veux connaître l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Donc ça va diminuer, mais je voudrais savoir comment ça va diminuer, je voudrais la fonction, en fonction du temps, de la décroissance, hein, du nombre d'atomes radioactifs. Donc on appelle ça la loi de décroissance radioactive. Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc en raisonnant d'une façon simple, on va trouver la fonction mathématique qui décrit l'évolution de la quantité de noyaux radioactifs dans un échantillon. Alors la désintégration d'un noyau radioactif est aléatoire. Alors oui, c'est aléatoire, c'est vrai, mais
On ne peut pas savoir à la date à laquelle ça va se désintégrer, mais en raisonnant d'une façon simple, on peut connaître par contre l'évolution de l'échantillon, de l'ensemble, du groupe d'atomes auquel on s'intéresse. Je crois que c'est ce que j'ai écrit. Cependant, on peut connaître l'évolution au cours du temps des désintégrations d'un échantillon contenant un grand nombre d'atomes radioactifs. Une loi, dite loi de décroissance radioactive, permet de faire cette étude. Alors, paramètres dont dépend la loi de décroissance radioactive. Alors d'abord, les variables que l'on va utiliser. Donc un peu de vocabulaire, le nom des variables. Donc on dispose d'un échantillon contenant n noyaux A radioactifs à la date t égale 0. Donc n, c'est un très très grand nombre, hein, c'est 10 puissance 25, 10 puissance 26. Hein. Alors delta t, c'est notre durée d'étude, hein, on va chronométrer sur je sais pas, une certaine durée, combien d'atomes vont être désintégrés. Hein. Durée pour laquelle on cherche le nombre de noyaux A qui se sont désintégrés. D'accord. Alors delta n, c'est la variation du nombre de noyaux pendant la durée delta t. Donc delta, c'est toujours final moins initial. Hein. Donc c'est n2 moins n1, c'est-à-dire n de t2 moins n de t1. Hein. Alors n de t2 va être plus petit que n de t1 puisque la quantité de noyaux radioactifs va diminuer puisqu'ils se désintègrent au cours du temps. Voilà. Alors delta n est négatif, hein, forcément, hein, puisque ça c'est plus petit que ça. Voilà. Alors maintenant, on va voir de quoi dépend delta n. Alors ça je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Alors, je voudrais trouver une expression de delta n. Hein, simplement, comme ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que delta n sera d'autant plus grand que ma durée d'étude sera grande. Si j'étudie, si je chronomètre pendant 1 heure, je vais avoir un certain nombre d'atomes qui se seront désintégrés. Bah, si j'étudie pendant 2 heures, bah, j'en aurai le double. D'accord. Pendant 3 heures, j'en aurai le triple. Donc on peut dire que delta n est proportionnel à delta t. D'accord. Ensuite, j'ai une quantité, j'utilise un échantillon contenant n noyaux radioactifs. Pendant une certaine durée, pendant 1 heure, j'ai une certaine quantité de noyaux qui se sont désintégrés. Mais si je fais la même étude, mais que je double la quantité initiale d'atomes radioactifs, pour la même durée, 1 heure, bah forcément je vais avoir le double d'atomes radioactifs qui se seront désintégrés. Donc je peux dire que delta t, c'est proportionnel à n. Voilà. Donc ça c'est positif, ça c'est positif. On a dit que delta n était négatif. Voilà, je mets donc un signe moins pour avoir quelque chose de négatif ici. Et puis ici, j'ai un coefficient de proportionnalité que je note lambda. Donc du coup, delta n est égal à moins lambda n delta t. Voilà, donc ça, le coefficient de proportionnalité, on ne l'appelle pas coefficient de proportionnalité, on l'appelle constante radioactive. Alors quelle est son unité? Donc ça c'est sans unité, comme ça, c'est sans unité. Ça c'est des secondes. On va prendre l'unité du système international de secondes. Donc, pas d'unité, donc seconde moins 1. Voilà. L'unité de la constante radioactive, c'est seconde moins 1. Bon, alors, tout ce que j'ai dit là, c'est sur le cours, c'est ici. Voilà, c'est là, voilà, tout ça, tout. Bon, hop. Voilà. Donc, je ne vais pas lire, c'est exactement ce que j'ai dit. Bon. Alors, à partir de ça, eh bien, on va pouvoir trouver l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps, c'est-à-dire notre loi de décroissance, à partir de ça. Donc ça va être un petit peu des maths, équation différentielle. Donc on y va, donc je pars de ça. Je divise par delta t de chaque côté, et au lieu de prendre une durée de 1 heure, une très grande durée, je vais prendre une toute petite durée. Donc au lieu de mettre des deltas, des grandes variations, je mets des petites variations, donc je mets petit d. D'accord. Voilà, delta t. Donc on peut écrire ceci. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une équation différentielle, puisque j'ai une égalité avec une fonction, n, et la dérivée de cette fonction. N dépend du temps. D'accord? Donc c'est une équation différentielle. Voilà, donc on va la résoudre. Voilà. Donc la solution c'est du type, c'est toujours, la solution de ce type d'équation différentielle, c'est toujours A exponentielle de 1 moins alpha t plus b, et il faut trouver les constantes a, alpha et b. D'accord. Donc on va d'abord chercher les constantes a et b, pour ça on prend les conditions initiales et finales. Alors,
d'après la théorie, donc je mets condition initiale, je mets t égale 0 là-dedans, donc je mets t égale 0, donc ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Alors pourquoi j'ai mis... oui, je me suis trompé là. Oh, zut, je me suis trompé. Il faut que je le fasse ici. Là, j'ai fait une erreur. Hop, je vais le faire ici. Hein. D'accord. Alors, on a n est égal à a fois exponentielle de moins alpha t plus b. Donc, expérience. Non, théorie, pardon. Théorie. Théorie. Alors, n de 0. Donc, je mets 0 là-dedans. Donc, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait a plus b. Expérience. Alors, eh bien, at égale 0, bah, j'ai une certaine quantité de noyaux que je vais appeler n0. Donc, du coup, a plus b égale n0. D'accord. Ensuite, théorie. Théorie, mais maintenant, à t infini. Donc, au bout d'un très long moment, eh bien je mets donc t tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini, donc exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, donc du coup ça fait b. D'accord. Donc expérience maintenant, n de t à l'infini. Donc au bout d'un temps très long, bah, je n'ai plus, tous les noyaux pairs ont été désintégrés, donc la quantité dans mon échantillon, la quantité de noyaux pairs est égale à 0. D'accord. Donc du coup b égale 0. Et donc du coup, ici j'ai a égale n0. D'accord. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon truc, mais voilà, en tous les cas c'est ça. Hein. Donc du coup, je peux écrire que n est égal à n0 exponentielle de moins alpha t. D'accord. Voilà. Je peux écrire ça. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait. On va regarder. En tous les cas, il faut corriger. Hein. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Bon, voilà. Hein. Ok, bon alors donc ici il faut corriger, d'accord. Bon alors voilà, donc on a ça. Alors maintenant il faut que je trouve alpha, d'accord. Voilà. Alors pour trouver alpha, eh bien j'utilise, ah oui, alors je vais utiliser ça. Hein. Voilà, je vais utiliser ça. Voilà, je vais utiliser l'équation différentielle. Hein. Donc voilà, cette équation différentielle est vraie quel que soit t. D'accord. Donc il faut que je vérifie ceci. Donc il faut que je dérive d'abord, il faut que je dérive n. Donc on y va. Alors la dérivée. La dérivée, donc ça fait L0, hein, la constante là, fois donc moins alpha, hein, moins alpha, et dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc ça fait ceci. D'accord. Et donc du coup, donc je dis que ceci, voilà, ceci, donc la dérivée est égale à, je remonte ici, j'aurais dû l'écrire, hein, est égale à ça. Et donc n, j'ai son expression. Voilà. Donc du coup ici je mets l'expression de... Voilà. Ah oui, d'accord, non, mais j'ai pas fait comme ça, excusez-moi. D'accord. Donc ce que j'ai dit, j'ai dit que n0 exponentielle de moins alpha t, c'est égal à ça. D'accord, hein, pardon. Ceci, là, c'est égal à ça. Donc ça fait moins alpha n2. Or, on a ceci, d'accord. Donc du coup, j'ai moins alpha n de t, hein, ça, je le remplace ici, est égal à ça. Voilà, d'accord. Donc ça est égal à ça. Voilà. Donc alpha égale lambda. Donc du coup, la loi de décroissance, voilà. Donc ça, il faut le savoir par cœur. N de t, c'est égal à n0 moins alpha t, moins lambda. Lambda étant la constante radioactive. Hein. Loi de décroissance radioactive. Ok. Alors maintenant, on va voir... alors le problème de ceci, c'est que c'est théorique, ça ne se mesure pas. Il n'y a pas d'appareil qui va nous donner le nombre de noyaux de l'échantillon à une date t. Ce qui se mesure, c'est autre chose, c'est l'activité qui se mesure. Alors ça, voilà, on lit un petit peu. La radioactivité d'une substance se mesure avec une grandeur appelée activité, notée A, dont l'unité est le becquerel.
c'est-à-dire un nombre de désintégrations par seconde. Alors ça, oui, bon alors, donc ça se note comme ceci. Hein. Alors c'est dn sur dt. Alors dn c'est négatif, c'est pour ça qu'il y a un signe moins, d'accord, pour avoir a positif. Donc c'est le nombre de désintégrations par seconde. Hein, voilà, c'est ce qui est résumé ici. Donc ça vous l'admettez. Hein, voilà. Alors on peut l'écrire autrement, l'activité. Alors regardez. Donc on sait qu'on a ceci, donc on dérive, hein, on l'a fait, hein. Donc on dérive, on a ça, donc et ça, vous voyez, c'est n de t, hein. Voilà, donc alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit, voilà, donc A, voilà, hein, donc A c'est l'opposé de la dérivée, la dérivée c'est ça, donc du coup ceci je le mets là, donc moins par moins ça fait plus, donc ça s'écrit aussi comme ça, d'accord, voilà, ou comme ceci avec A0 qui est égal à lambda N0, voilà, voilà, donc c'est à dire que ça c'est la définition, mais il faut savoir aussi passer à ça, d'accord, voilà, pour pas en avoir besoin. Alors maintenant, quand on a un échantillon d'atomes radioactifs, il y a une durée qui est voilà, on veut savoir, si vous voulez, quand on étudie un noyau, si en fait il se désintègre rapidement ou pas. Hein. Tous les noyaux ne se désintègrent pas, tous les échantillons, hein, tous les types de noyaux ne se désintègrent pas avec la même rapidité. Il y a certains noyaux qui sont peu radioactifs, donc ils sont quand même stables, si vous voulez, et donc ils vont mettre beaucoup de temps à se désintégrer, et il y a des atomes qui sont très radioactifs, c'est-à-dire qu'ils sont très instables et ils vont mettre très peu de temps à se désintégrer. Et ces durées peuvent varier de quelques millisecondes à plusieurs milliards d'années. Vous voyez, c'est pas pareil. Et donc pour avoir une durée hein, qui nous dit une durée de référence, cette durée de référence s'appelle la demi-vie. Et la définition est la même que en chimie, le temps de demi-réaction. Hein, c'est la même définition. Donc on note. Hein. Donc définition du T1,5, analogue à celle de la cinétique chimique, c'est la durée au bout de laquelle la moitié de la quantité de noyaux étudiés, donc N0 sur 2, a été désintégrée. Donc ça se note T1,5, vous voyez, comme en chimie, ou T. Hein, ça, voilà. Alors c'est soit la moitié de la quantité de noyaux, ou soit la moitié de la quantité initiale. Hein, voilà, puisque c'est la même, on a une exponentielle dans les deux cas. Hein, c'est la même fonction. Alors, détermination de T1,5. Alors, soit on le détermine mathématiquement, soit graphiquement. Alors, d'abord, par calcul. Donc, on dispose de ça, et on applique la définition. Donc, la durée que l'on cherche, c'est la durée au bout de laquelle cette quantité-là, c'est la moitié de la quantité initiale. Donc, ici, on va mettre N0 sur 2, et ici, on va mettre T1,5. Voilà. N0 sur 2, ici T1,5. Et ensuite, il suffit d'isoler T1,5. Hein, c'est des maths. Donc, les N0, je les enlève. Voilà, ensuite je passe au log pour enlever l'exponentielle, donc log de 1,5. Hein. Log de 1,5 c'est ici, et l'exponentielle saute, hein, j'ai mis ce terme-là à gauche, et ensuite il faut que je divise par moins 1 sur lambda. Ah oui, alors donc ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement log de 1,5, ça fait log de 2 puissance moins 1, donc ça fait moins log de 2. Voilà, et donc du coup on obtient ceci. Hein. Alors ça, faut l'apprendre, log de 2 sur lambda, hein. T1,5 égale log de 2 sur lambda, voilà. Donc ça c'est trouvé par calcul. Mais il faut avoir la constante radioactive. Si vous ne l'avez pas, vous êtes bloqué. Donc si vous ne l'avez pas, eh bien on trouve T1,5 graphiquement. Donc la loi de décroissance radioactive exponentielle décroissante, hein, comme le condensateur, hein, c'est pareil, voilà, si vous voulez, hein, qui se décharge. Et donc on cherche graphiquement T1,5, donc N0, on se place à N0 sur 2, et on cherche la date correspondante, ça veut dire 90. Voilà, 90 secondes. Alors on peut réitérer, hein, comme ça, pour vérifier voilà, la valeur. Donc je redivise par 2, donc ça fait donc la moitié, donc ça va faire ici, hein, voilà. Je redivise par 2 et je trouve ce nombre-là, donc le T1,5 c'est de là à là. Voilà, et je peux continuer comme ça, donc la moitié c'est ici. Voilà, voilà. Donc voilà, donc T1,5 graphiquement. Alors pour les exercices, ok, la quantité, le nombre d'atomes, eh bien c'est la quantité d'atomes fois la constante d'Avogadro.
Et on finit par faire les exercices. Je crois que c'est fini après. Oui, c'est là. Donc 17-19, page 124. Alors, donc je mets ça. Alors 17-19, page 124. Alors numéro 17, page 124. Alors 17, page 124. Alors le 17, je lis. Alors l'activité d'un échantillon d'un gramme de carbone d'une momie égyptienne d'un pharaon a été évaluée à 600 becquerels. D'accord, donc on mesure, voilà, avec un appareil, on mesure et l'appareil dit 600 becquerels. Donc ça veut dire 600 désintégrations par seconde hein, dans cet échantillon. Alors, écrire la loi vérifiée par l'activité d'un échantillon en fonction du temps. D'accord. Donc, alors, la loi de décroissance radioactive, c'est ça. Voilà, donc ça, il faut le savoir par cœur. Et pour l'activité, eh bien, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est A de t, hein, on a vu, c'est A0 exponentielle de moins lambda t, sauf que A0, c'est égal à lambda fois N0. D'accord, voilà, ça on peut l'écrire hein, directement. D'accord. Donc, hop. Hop. Bon, alors ça, je ne sais pas si on en a besoin. Hein. Bon, je l'ai mis entre parenthèses, hein, voilà, c'est plutôt ça. Bon, voilà, donc ça. En déduire l'expression du temps, donc il faut exprimer ça, en fonction de l'activité mesurée en 2019, en fonction des 600 becquerels, d'accord, et de la demi-vie. D'accord. Alors, donc là, ça, le temps qu'on cherche, c'est le temps, la date 2019, si vous voulez. Je vais l'appeler, bon, alors je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais l'appeler T1. D'accord hein. T1 est égal à A0 exponentielle de moins A T1. Donc, moi, je dois isoler ça. Mais, je dois faire apparaître la demi-vie. Alors, je regarde les données. Donc, ce que l'on a, regardez en bas, hein, vous disposez de A0, donc ça, vous le connaissez. D'accord. Vous le connaissez, et vous connaissez T1,5. D'accord hein, plus T1,5. Voilà. Donc, on avait vu que le T1,5, en fait, il est égal à log de 2 sur lambda. D'accord. Donc, je vais faire apparaître le T1,5 avec le lambda. Hein. Donc, du coup, lambda, c'est égal à log de 2 sur T1,5. Donc cette expression, je peux l'écrire A de T1. Ça, c'est les 600 becquerels. Hein. C'est l'activité en 2019. Hein. C'est égal à A0 exponentielle. Alors ici, je mets moins log de 2 sur T1,5 fois T1. Voilà, donc là j'ai tout, hein, j'ai toutes les valeurs. Ça c'est 600, ça c'est 816, ça c'est T1,5, c'est 5534 ans, voilà, donc j'isole. Donc on y va, donc ça je le passe dessous, donc A de T1 sur A0 est égal à exponentielle de log de 2 fois T1 divisé par T1,5. Voilà, je passe au log, donc log de A de T1 sur A0 est égal à moins log de 2 fois T1 divisé par T1,5. Voilà. Et donc maintenant j'isole T1. T1 égale, donc je passe ici, donc ça fait moins, hein, le signe moins je le passe de l'autre côté, donc T1,5 sur log de 2 fois ça, fois log de A de T1 sur A0. Et je fais l'application numérique. T1 égale, alors moins, alors on regarde un petit peu les unités. Ça, becquerel, donc sans unité, log de 2, pas d'unité, donc l'unité de T1, ça sera l'unité de T1,5. Donc je vais laisser en années, donc moins 5730 ans, hein, 5734 ans, divisé par log de 2, fois log de 600,0, donc 4 chiffres significatifs, divisé par 816, 4 chiffres significatifs.
Donc il faut 4 chiffres significatifs. Alors ce calcul, je l'ai fait. C'est ici. Donc c'est le 17. Le 17. Alors attendez. Attendez, parce que je vois que je l'ai mis en... et la demi-vie, en déduire l'expression. D'accord. Alors, ouais, c'est embêtant. J'ai mis ça en secondes. Non, excusez-moi. C'est bon. 2544 ans. Hein, T égale... voilà, c'est bon. C'était l'autre exercice. Hein. 2544 ans. Voilà, 4 chiffres significatifs. Voilà, donc il y a... Hein, donc ça veut dire que... Donc ça, il s'est écoulé cette date-là depuis le début de la désintégration, d'accord. Donc la personne est morte il y a 2544 ans, donc en gros moins 500 avant Jésus-Christ. En gros moins 500 avant Jésus-Christ. Ah, bon, j'espère que là ça faisait pas trop longtemps que c'était comme ça. Hein. Bon, enfin bref. Bon, voilà, donc ensuite c'est lequel le 17 et le 19. Ah non, mais j'ai fait d'abord le 19, d'accord, ok. Ah ouais, j'ai fait d'abord le 19, ok. J'ai fait d'abord le 19. Ça c'est le 19, voilà. Donc maintenant le 17. Page 124. Alors, la courbe de décroissance radioactive d'un échantillon de césium est la suivante. Bon, on vous donne, voilà. Rappelez la définition de la demi-vie d'un noyau radioactif. Donc, durée au bout de laquelle la moitié des atomes radioactifs ont été désintégrés. Déterminer graphiquement la demi-vie, bon, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, je me mets à 500 000, donc ça fait 30, hein, 30 ans, d'accord, ok, 30 ans, ça fait. En déduire la constante radioactive, donc T1,5, donc je sais que T1,5 c'est égal à log de 2 sur lambda, donc lambda est égal à log de 2 sur T1,5, T1 lambda, donc lambda est égal à log de 2, alors divisé par... Alors, il vous la demande en seconde moins 1, donc là c'est du 30 ans, donc 30 ans, donc ça fait 30 ans, donc dans une année il y a 365 jours, il y a 24 heures et il y a 3600 secondes. Voilà, il faut faire ce calcul là, et ça je l'ai fait, ça fait donc deux chiffres significatifs, hein, oui 30 ans, ouais. Donc 7,3 10 moins 10. Seconde moins 1. Voilà, hein. Voilà, j'ai permuté. Bon, j'ai corrigé le 19 avant le 17, hein, désolé. Bon, et bien voilà, cette leçon est terminée.